Allô la Lune, ici la Terre, émission spéciale Pollutech, le salon de l'environnement et de l'énergie sur Carbone Zéro la radio. Et cet objectif 2050 pour se projeter, on va dire, dans l'avenir, mais c'est déjà tout de suite, on va dire maintenant, avec Marie Petenati, qui est donc hydrogéologue pour le BRGM, qui va donc évidemment participer aussi activement à Pollutech. Avec vous déjà, faire une forme d'état des lieux, j'allais dire la sécheresse, on en a beaucoup parlé, on l'a beaucoup évoqué, on a eu le plan eau, on pourra en parler aussi, qui a été mis en place. On en est où? Puisque vous, en fait, le BRGM, pour bien expliquer, il assure justement le suivi du niveau des nappes phréatiques en France. Voilà, les nappes phréatiques en France, je fais un petit récap très rapide. Mais il faut être pédagogue. D'hydrogéologie accélérée. Il faut se rendre compte que l'eau sur la planète, à plus de 97%, c'est de l'eau salée. Oui. Et la part d'eau douce, elle va se concentrer dans les glaciers, près de 70%, on va dire, allez, grosso modo. Et puis, l'autre part, la plus importante, à quasi 30%, sont les eaux souterraines, et ça va être 0,4% pour les eaux de surface. Voilà. Donc, cette eau souterraine, c'est une ressource très importante. C'est là où les précipitations, l'eau de pluie vont s'infiltrer, être stockées, puis cette eau, elle va s'écouler dans les eaux souterraines et ressortir aux exutoires, et elle va finalement regagner la mer, et on va repartir dans le grand cycle. Oui. Et donc, nous, BRGM, on s'occupe du réseau piézométrique, un suivi en temps réel du niveau des nappes qui sont sous nos pieds, et ça nous permet d'éditer des bulletins de situation des niveaux des nappes phréatiques. Alors là, on est en période de vidange, c'est naturel. Les eaux souterraines ne se rechargent pas en été ou très peu. Ça dépend de leur réactivité, ça dépend de la géologie. On est à 73% environ des masses d'eau là, qui sont en vidange. Et on est environ à 62% de ces masses d'eau qui affichent quand même des niveaux en dessous des normales de saison. On a accusé le coup très très mal l'année dernière avec la sécheresse 2022. Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est qu'en fait, ces nappes d'eau, elles vont se recharger en hiver, donc environ au début novembre, jusqu'au printemps. Et l'année dernière, on va dire l'hiver 2021-2022, les précipitations se sont arrêtées assez précocement. La recharge n'a pas été jusqu'au bout, on va dire. Donc, les stocks ne se sont pas faits entièrement. Et en plus, on a eu un été extrêmement chaud, des températures très élevées, ce qui fait des taux d'évapotranspiration aussi assez grands. Et puis, des besoins en eau qui sont encore plus conséquents. Oui. Et donc, on a vu non seulement une sécheresse météorologique, pas de précipitation, une sécheresse des sols, une sécheresse agricole et une sécheresse qu'on dit hydrologique, c'est-à-dire des cours d'eau qui sont quasiment à sec ou avec des débits très très bas, ce qu'on appelle l'étiage, et puis des niveaux de nappe très bas. Donc on est parti en 2023 avec ce constat-là, avec ces faits-là, et la recharge de 2022-2023 n'a pas été super efficace non plus. On a, par rapport à l'année dernière, par contre, des zones très contrastées. C'est-à-dire qu'on va avoir des nappes qui vont s'être rechargées assez correctement, notamment sur la Bretagne, bien que les aquifères bretons ne sont pas les plus capacitifs, ne sont pas les plus producteurs d'eau, et que la majeure partie des eaux utilisées, ça va être de l'eau de surface en Bretagne, par exemple. Et on a des territoires qui sont très, très, très déficitaires. On a tout le couloir Rhône-Saône, et puis bien sûr le pourtour méditerranéen, voilà, avec des niveaux qui sont actuellement bas, voire très bas. Donc voilà, donc on est encore évidemment dans une situation qui est compliquée et qui parfois finalement nous revient un petit peu, on va dire, à la figure, parce qu'on l'a dit, tout d'un coup on ne pouvait pas imaginer qu'en France on pouvait souffrir de sécheresse. Bon, on a eu des épisodes, mais tout d'un coup je pense que ça met aussi chacun d'entre nous face à une réalité. Je pense qu'il y a une prise de conscience, oui, avec un constat net avec ce qui est arrivé l'année dernière, avec une sorte de visuel par rapport aux étiages sévères des rivières, ce qu'on peut observer aussi sur les cultures avec des sols extrêmement secs. Par contre, c'est vrai qu'on prédit ces états de fait depuis fort longtemps. Oui. Et si on revient un petit peu en arrière, depuis 2017, on observe une fréquence en France qui s'accélère au niveau des sécheresses, à part une année 2021 qui avait été particulièrement pluvieuse. Ce sont des phénomènes qui deviennent de plus en plus récurrents et qu'on a vu quand même un petit peu venir. Un petit peu venir. Et alors, la part de l'humain dans cette histoire-là, parce que c'est vrai ici aussi, quand on parle de réchauffement climatique, on voit bien la question aussi. Surconsommation d'eau aussi, peut-être, de la part des Français ? Alors,
Les grandes métropoles, l'objectif numéro 1, de toute façon, pour gérer ce problème, c'est la sobriété. Le plan eau préconise une diminution des prélèvements de 10% en 2030 et les assises de l'eau, d'ailleurs, le préconisaient pour 2025. Oui. Donc, on a déjà reculé l'échéance. Il a fallu anticiper, oui. Voilà. Et les grandes métropoles, les industriels font beaucoup, beaucoup d'efforts pour réduire cette consommation en eau. On doit être à 150 litres à peu près par personne en France. C'est quelque chose qui est assez remarquable et on peut encore faire des efforts. Tous les secteurs doivent faire des efforts, que ce soit le secteur de l'énergie, le secteur de l'industrie, le secteur de l'agriculture, et Elisabeth en parlera mieux que moi. Et c'est quand même le premier effort à faire, c'est cet effort de sobriété. Ouais. Effort de sobriété, aussi avec des problématiques. Parfois, on dit de gestion, que peut-être il faudrait justement, il en est question aussi sur Polytech, mieux gérer finalement nos ressources en eau. Tout n'est pas parfait. Alors, tout n'est pas parfait, tout est perfectible, sinon on n'aurait peut-être pas de problème. Il faut qu'on décilote les secteurs. Ouais. Là, les filières doivent faire des efforts, doivent penser à optimiser leur utilisation, leurs usages, les collectivités aussi, le secteur agricole aussi, mais ça ne se fera pas les uns sans les autres. Il faut des moments de partage, et il y en a. En France, on a organisé par grands bassins hydrographiques avec des schémas directeurs d'aménagement pour la gestion de l'eau, les SDAGE, qui se déclinent en SAGE sur les territoires. Ces SAGE, ils ne sont pas sur toutes les régions. Il y a un objectif aussi, si on parle du plan eau annoncé par le président Macron, il faut démultiplier ces schémas d'aménagement. Et ces schémas d'aménagement, ceux qui sont en charge de les implémenter, ce sont les commissions locales de l'eau, les clés. C'est pareil, il n'y en a pas partout. Oui. Et ce sont des comités où tous les acteurs, tous les usagers de l'eau se retrouvent. Et c'est là qu'on peut discuter aussi des solutions à mettre en œuvre pour une meilleure gestion intégrée de la ressource en eau. On sait faire, on sait traiter de l'eau, il y a des grandes innovations, il y a des solutions fondées sur la nature aussi, il y a les renaturations de cours d'eau, il y a l'agroécologie. Par exemple, un exemple de solution, par exemple, fondée sur la nature, dont on parle de plus en plus et dont on parlera aussi à Polytech. Qu'est-ce que vous auriez comme exemple concret à donner ? Par exemple, les zones de rejet végétalisé qui sont des espaces où l'eau usée va être traitée par des phénomènes épuratoires naturels, par la filtration du lit poreux sous ces roseaux. Ces roseaux, ils vont permettre de fixer le lit bactérien qui va, manger les matières organiques et les contaminants préoccupants. Et donc ça fait partie d'un type de solution qui est plutôt low cost, qui est utilisé pour les petites agglomérations, les toutes petites villes. Voilà, donc ça fait partie de ce genre de solutions. Toutes les solutions aussi qui peuvent être mises en œuvre pour retenir l'eau sur le territoire, c'est-à-dire qu'on réhumidifie, on recrée des zones humides. Voilà, ça fait partie des solutions fondées sur la nature et des solutions qui permettent de faire revenir l'eau à la nappe phréatique, et de recharger les nappes. Et éviter aussi de les perdre. On évoquait aussi le sujet des fuites. Et ça, en la matière, il y a besoin aussi de beaucoup d'innovation pour pouvoir les percevoir et les arrêter à temps. Parce que c'est un nombre incalculable d'eau perdue aussi, ces fuites. Oui, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais je crois que c'est environ 20%, voire plus. Ça dépend, les réseaux fuyards, c'est vrai que ça dépend des collectivités, ça dépend de l'âge des réseaux. C'est vrai qu'il y a un vrai enjeu à réparer ces fuites, mais ça ne se fera pas tout seul non plus. Ça doit s'intégrer dans les schémas d'aménagement urbain. C'est là où il faut croiser aussi les disciplines, sur, par exemple, les espaces verts, comment on va repenser la ville, comment on va la désimperméabiliser et comment, par la même occasion, lorsqu'il y a un nouveau quartier, on va réparer ces fuites, tout en restant dans une dynamique de densification du territoire, de zéro artificialisation nette. Il y a beaucoup de challenges et justement, j'imagine qu'à Polytech, il y aura beaucoup de réponses qui seront apportées, beaucoup de débats, beaucoup de discussions autour de ces grandes thématiques-là. Oui, et sûrement encore de la pédagogie à faire, parce que je le disais un peu en introduction, c'est quand même un élément central. Mon fils souvent me dit, quand il boit de l'eau, il me dit « j'en bois maintenant, dans 20 ans, il n'y en aura plus ». Mais c'est un élément central, c'est quand même central et on a encore besoin de faire de la pédagogie. On a besoin de faire de la pédagogie, il faut repenser l'eau comme un bien commun, plus comme l'eau par les usages, en fait. Bien sûr qu'on aura toujours besoin d'eau, mais il faut penser l'eau pour ce qu'elle est, pour ce qu'elle donne, non seulement à l'être humain, mais aussi aux écosystèmes associés, au système terrestre, quoi.
Merci beaucoup à vous, Marie Petenati, donc hydrogéologue au sein du BRGM, pour nous avoir reposé quand même ces enjeux de l'eau et montrer aussi comment concrètement on peut apporter aussi des solutions. Allô la Lune, ici la Terre. Une émission à réécouter et télécharger sur le site de Carbone Zéro la radio et sur toutes les plateformes de streaming.